Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le sexisme en France en 2024, ce n'est malheureusement pas de l'histoire ancienne, au contraire, il s'enracine. 37% des hommes estiment que le féminisme menace leur place, une hausse de 3% en un an. Le sexisme reste très puissant et en particulier, paradoxalement, dans la tranche d'âge des jeunes adultes de 25-34 ans. J'ai 29 ans et dans mon cercle, les gens ont à peu près le même âge et c'est pas du tout le ressenti que j'ai. Alors ça dépend peut-être des groupes. On est soi-disant dans une époque où les jeunes prônent l'égalité des sexes, se battent d'ailleurs, ils s'investissent, ils s'engagent pour ces causes-là. Et donc, selon ce rapport de 2023 publié ce lundi du Haut Conseil à l'égalité, la situation de sexisme ordinaire ont toujours d'importantes conséquences sur le parcours professionnel des femmes. Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vous avez été victime de comportements sexistes dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas été victime, mais témoin? Est-ce que ça s'arrange ou pas avec le temps? Selon vous, la société française est-elle sexiste? Vous dites non à 82%. On va en parler avec Violaine de Philippis Abad qui est avec nous, porte-parole d'Oser le féminisme et avocate et auteure de Classé sans suite chez Payot. Bonsoir, merci d'être avec nous. On démarre toujours par nos vraies voix. Philippe Bilger, cette société serait donc sexiste aujourd'hui. Puis-je dire que dans ma sphère personnelle, c'est un sujet qui ne m'intéresserait pas du tout. Je veux dire, je constate ce qui se passe, la réalité, je tente de respecter, de mon point de vue, certaines règles, certains principes, mais en tant que citoyen, parce que je me rends compte que c'est une problématique qu'on est obligé d'aborder, eh bien, je me pose, je pourrais être trop long là-dessus, mais j'aimerais m'interroger sur le fait que plus on parle du sexisme, plus on le dénonce à juste titre, je le caractériserais par une inégalité ostentatoire entre les hommes et les femmes dans beaucoup de comportements et d'attitudes vitales. Eh bien, j'ai l'impression que les dénonciations qu'on opère sur le plan moral ou sur le plan sociétal, pour parler comme la gauche, eh bien, en réalité, ne servent à rien, puisqu'apparemment, les sondages, les enquêtes démontrent que le sexisme ne diminue en rien. C'est ce qui me perturbe. Est-ce qu'on adapte le bon angle d'attaque? On en parlera dans un instant. Alors d'abord, moi, je ne vois pas en quoi le sexisme est un problème, parce que pour moi, le sexisme n'est pas une matière d'inégalité, c'est une matière de différence. Et pour ma part, et je le dis en rigolant, mais pas que, je trouve, ce que je vois, c'est des hommes terrifiés, qui n'osent pas dire ce qu'ils pensent, sur tous ces sujets. Il faut génuflexion, MeToo, c'est génial, le sexisme, c'est très mal. Maintenant, on nous parle de blagues sexistes. Donc, on est tellement stupides, nous les filles, on est tellement cruches, tellement molle du genou et tellement effaré que on nous fait une blague un peu leste et hop, on s'évanouit. J'en ai ras-le-bol. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Je ne veux pas vivre dans un monde où on peut plus faire de blagues. Et au contraire, moi, je trouve, si vous voulez, que globalement, évidemment, après, il y a toutes sortes de cas. Moi, je m'intéresse évidemment aux violences, aux véritables violences, pas la blague sexiste. Ça. L'extension permanente du domaine du sexisme, si vous voulez, finit par faire de tous les hommes des coupables. Et par ailleurs, il y a beaucoup de filles qui aiment ça, qui aiment jouer avec des rôles sexués, qui en ont marre, si vous voulez, qu'on essaye de nous balancer la différence des sexes avec les inégalités. On a gagné en droit et en normes. Personne n'oserait dire aujourd'hui les femmes ne sont pas les égales des hommes. Alors, si vous voulez, les féministes, comme dit Alain Finkielkraut, sont des mauvaises gagnantes. Bon, moi je pense que le sexisme et l'homophobie, qu'on ait une forme de corollaire, mais ce serait un autre débat, sont encore très ancrés dans la société française, et effectivement c'est un gros problème, mais c'est dans l'inconscient collectif, et c'est pas parce que le combat entre guillemets des droits a été gagné en grande partie, et je trouve ça très bien qu'on criminalise aujourd'hui les injures sexistes ou les injures homophobes par exemple, je trouve ça vraiment tout à fait souhaitable, en effet, de faire en sorte que quand je me fais traiter de pédé dans la rue, que potentiellement je puisse aller voir la personne et m'en plaindre. Je trouve ça normal parce que c'est insupportable. Et pour une femme, si j'en étais une, effectivement, ça serait la même chose. Donc oui, il y a encore des combats à mener de ce point de vue. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un combat qui est de l'ordre de l'inconscient collectif. Il y a dans l'imaginaire culturel des clichés sur les femmes, sur les gens en général. Il y a des clichés racistes, il y a des clichés homophobes, etc. Et il s'agit de déconstruire ces clichés. C'est en train d'être fait. Et d'ailleurs, je pense que ça avance beaucoup dans un pays comme la France. Moi, j'ai l'impression quand même dans les gens, moi, qui sont dans les cercles de sociabilité immédiats, que ça avance même beaucoup. Et c'est très bien.
et c'est très très bien. Mais après, il y a d'autres régions de France. Tout le monde n'habite pas à Paris. Tout le monde n'habite pas dans des endroits, dans des cercles qui sont plutôt favorisés intellectuellement, favorisés socialement, etc. C'est peut-être ça que ces chiffres aussi mettent en avant. Il faut pas non plus centrer le débat sur un entre-soi d'élite ou de CSP+, qui ne voit qu'une partie du problème, y compris dans un pays comme la France. Et dans les élites, excusez-moi, les hommes sont tout le temps accusés. Il faut quand même arrêter avec cette histoire d'élite. Dans les élites, vous avez des tas d'hommes. Je sors de chez un d'ailleurs parce que j'ai écrit un livre sur les mangeuses d'hommes. J'en ai ras-le-bol moi de vivre dans cette espèce d'étouffoir. Au contraire, moi je trouve que les hommes, la plupart des hommes aujourd'hui s'empêchent. Voilà. Il y a eu énormément de progrès faits et pas à cause de MeToo, bien avant MeToo. Allez, Violaine de Philippis, Abat, porte-parole d'Oser le féminisme. Merci d'être avec nous. Voilà, vous avez un petit peu de tout. Merci. Alors, pour répondre, en réalité, déjà, on va peut-être reposer quelques bases. On est souvent caricaturé, donc non, je ne déteste pas les hommes. Les féministes, en général, ne prônent pas l'élimination de la moitié du genre humain. Si on s'interroge aujourd'hui sur pourquoi on arrive à des féminicides, pourquoi on arrive à ce que des femmes soient tuées sous les coups de leur conjoint, c'est parce que déjà dans 9 cas sur 10, c'est la femme qui meurt sous les coups du conjoint. Donc c'est qu'il y a un problème au niveau du système. Qu'est-ce qui amène à ça ? Ce qui amène à ça, ce n'est pas la nature. Un garçon qui naît petit garçon, il n'est pas agresseur. Heureusement, sinon on aurait un gros problème. Donc c'est qu'il va être finalement amené à devenir plus violent. Et pourquoi il est amené à devenir plus violent ? Eh bien, ça prend racine dans le sexisme ordinaire, ce qui est dénoncé dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Donc bien loin de nous l'idée de dire que par définition... Avec des cas particuliers, vous êtes d'accord ? Parce qu'il y a des petits garçons ou des petites filles qui sont parfois plus agressives alors que les parents sont plutôt cool. Alors, donc on peut pas non plus faire des généralités. Oui, mais justement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a du cas par cas aussi. C'est ça. Mais qu'on note que voilà, il y a quand même sur tous les meurtres par conjoint, dans 9 cas sur 10, c'est l'homme qui tue la femme. Et évidemment, un petit garçon ne naît pas un tueur. Donc il faut s'interroger sur ce qui va l'amener à devenir violent. Et le sexisme ordinaire, peut-être que ça n'a l'air de rien, mais en fait, sous la figure de protecteur, c'est-à-dire, j'ai lu dans le rapport du HCE que 7 hommes sur 10 considèrent que ce serait à eux de protéger la femme. Derrière, finalement, cette couverture de protecteur, il y a aussi la possession. Et donc, finalement, l'idée que comme on protège, il y a une contrepartie. Et ça, c'était très ancré dans notre droit français, l'histoire de notre droit. Il faut quand même savoir que jusqu'en 1975, il y avait un vieil article dans le Code pénal qui était une résurgence du Code Napoléon, donc du code pénal qu'il avait institué après le Code civil, qui disait quoi ? Bien, en cas de flagrant délit d'adultère, un homme qui surprend sa conjointe a le droit, le droit peut être excusé de l'avoir tué. Oui, mais ça fait 50 ans. Mais en fait, 50 ans, c'est pas si loin. Et ça veut dire que les mentalités sur la possession du corps des femmes, elles ont du mal à changer. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée que l'homme doit protéger la femme. La contrepartie, en fait, petit à petit, ça va être la violence. Ça ne veut pas dire que tous les hommes vont arriver à ce stade de violence, bien sûr. Oui, mais pour revenir sur ce que dit Elisabeth Lévy. Moi, je voudrais quand même dire un truc sur les féminicides. Alors, chaque cas est une tragédie. Mais il n'empêche que de nous dire que c'est un phénomène systémique aujourd'hui, j'ai fait le calcul. Comment vous expliquez les stats ? J'ai fait le calcul. Ça veut dire que 0,00%, et heureusement, des femmes en âge 2, si vous voulez, pour aller à la louche, j'ai fait un calcul, si vous voulez, c'est très infime, sont tuées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des cas évidemment atroces, d'accord ? Je veux dire, et je suis pas du tout en train de les minimiser, d'accord ? D'abord, on les tue pas parce qu'elles sont des femmes, ces hommes les tuent parce qu'elles sont leurs femmes. C'est tout à fait, ils ne les tuent pas parce qu'ils haïssent les femmes en général. Le crime de possession, ouais. D'accord, donc, et, si vous voulez, au contraire, si on voit que statistiquement, heureusement, ça reste quand même malgré tout des événements exceptionnels, parce que si vous me disiez il y a 4000 personnes qui meurent chaque année d'accidents de la route, ça c'est un phénomène. Heureusement, si vous voulez, nous avons aujourd'hui des cas, nous avons des poches dans la société aussi, si vous voulez, et par ailleurs votre continuum entre, si vous voulez, le petit garçon qui entend des blagues et celui qui va tuer sa femme, là franchement c'est pas possible. La continuité dans les violences, elle est pas que là, et heureusement, comme je disais, ça veut pas dire qu'il va y avoir cette gradation de manière automatique, mais je pense que tout le monde peut comprendre que quand on lit des choses, attention, je ne suis pas pour la censure, je suis pour l'explication, pour en discuter avec les enfants, je suis pas pour censurer les livres, à l'inverse de d'ailleurs certaines
mouvance du féminisme. Je pense juste que quand on lit un petit garçon, par exemple, La Belle au bois dormant, et qui comprend que cette femme qui dort, il peut la toucher comme il veut, s'il n'y a pas un accompagnement en disant non mais si, c'est ça. D'ailleurs, dans la première version du conte, il couche avec elle quand elle dort. Hein. C'est ça la première version du conte. Bon, enfin, on a appris surtout la deuxième, c'est où il l'embrasse. Attendez, ce que je veux dire, c'est que je suis pas pour la censure de ça. Je dis qu'il faut expliquer en disant bon voilà, en tout cas, on ne touche pas le corps de quelqu'un quand il est endormi. Non, on me l'a pas expliqué. Et alors, pour autant, ça vous a posé, vous aviez pas compris. Je vais vous dire, ça m'a posé un gros souci, comme à beaucoup d'autres, parce qu'il y a des hommes qui considèrent que quand vous êtes ivre-morte ou que vous êtes en train de dormir, ils peuvent coucher avec vous. Et je connais de La Belle au bois dormant. Non mais je vous explique que s'ils ne conscientisent pas ça comme une agression, c'est parce qu'en fait dans leur tête c'est pas si grave. Alors qu'en fait en termes de répercussions psychologiques pour la femme, ça peut être vraiment très lourd. Surtout que moi je voudrais quand même juste ajouter par rapport à ce que disait Elisabeth tout à l'heure, le problème ne se réduit pas évidemment pas au féminicide. Par exemple, il y a toute la question des violences conjugales. Moi par exemple dans ma famille, je sais que la quasi-totalité des femmes, des tantes que j'ai pas mal de tantes dans ma famille, etc., ont été victimes de violences conjugales. Alors parfois à des petits degrés, parfois à des degrés extrêmement graves, des gens balancés à travers des portes-fenêtres, balancés dans l'escalier, balancés d'une voiture en marche. C'est des choses qui existent dans la vie réelle. Et je vous parle pas de milieux sociaux extrêmement pauvres, qui rappelleraient les misérables, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous parle de franges de la société tout à fait intégrées, des gens qui ont un boulot, etc. Et quand on rencontrait les hommes en question, on n'aurait absolument pas soupçonné ça. Hein. Et je vous parle pas ça non plus il y a 200 ans, mais plutôt il y a 20 ou 30 ans. Donc moi-même si j'ai pas été confronté directement à cela, je pense qu'on a tous des exemples de ce type-là. Il faut pas se concentrer uniquement, encore une fois, sur le petit bout de la lorgnette. Il y a tout un continuum, et ça concerne pas uniquement les femmes d'ailleurs, même si les femmes sont en première ligne sur ce sujet. Ma question, c'est juste de dire comment, en essayant de faire bouger les choses, on n'efface pas tout l'un ou tout l'autre. Et c'est ça le problème. Toutes les violences, vous voulez dire? Non, quand tous les problèmes qui sont liés au sexisme que vous déclinez très bien, ça n'efface pas finalement l'homme, et finalement aujourd'hui on le regarde un petit peu comme un coupable quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est dommage. On est passé d'un côté à l'autre. C'est ça qui est dommage. Justement, je pense que c'est expliquer qu'on ne naît pas agresseur qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aucun individu, parce qu'il naît, va devenir un agresseur. Vous le dites, sauf qu'il y a plein de gens qui ne disent pas ça. En fait, c'est la société. Donc, ce qu'on va lui expliquer, ce qu'il va voir autour de lui, qui va finalement, le faire grandir dans cette idée qu'il doit être le protecteur, le possesseur. Et ça, c'est un problème, puisque aujourd'hui, comme on le voit dans le rapport du HCE, il y a encore beaucoup d'hommes qui pensent qu'ils doivent avoir ce rôle-là. Et j'ai envie de dire, c'est presque aussi triste pour eux, parce que ne jamais devoir pleurer, devoir être celui qui gagne de l'argent, enfin, je veux dire, c'est chiant, quoi. Pardon. Mais il faudra changer les religions aussi, parce que ça aussi, c'est un sujet religieux. Alors, en termes religieux, toutes les religions, en tout cas, pour leur interprétation, on s'en est servi pour oppresser les femmes. Je suis pas théologienne, donc je me garderai bien d'interpréter les textes moi-même. Je constate juste, notamment dans notre culture judiciaire, que c'est ce qui avait été fait. Voilà. Donc après, c'est un devoir de l'école aussi d'expliquer. Philippe, dans le micro. Est-ce qu'une certaine faiblesse de votre position, mais je le dis avec doute, incertitude, notamment pour les féminicides, elle ne vient pas du fait que vous considérez que ce qui est à la base des tragédies singulières, c'est le fait que ce soit une femme et que de l'autre côté il y a un homme. Qui souvent supporte pas de la perdre, c'est ça. Mais est-ce que vous ne croyez pas, et là je me permets de questionner l'avocate profondément, qu'en réalité, même ce que vous appelez féminicide, c'est une problématique infiniment plus complexe qui renvoie à des relations très difficiles, parfois même insupportables, entre un homme et une femme, sans que le pouvoir de l'homme sur la femme soit la cause déterminante de crimes atroces. Si c'était le cas, on constaterait pas que les tentatives de féminicide ont lieu en fait au moment où justement l'homme considère qu'il perd le contrôle et que la femme veut partir. Et c'est là qu'en fait se cristallisent les tensions et qu'il va y avoir une tentative de féminicide. Donc on voit qu'il y a un système. Parce que les femmes, en fait, si vous voulez, elles sont pas dans cette violence qu'on leur a inculquée et donc elles n'essaient pas de tuer leur conjoint quand il part. Voilà. Mais ça, je pense que c'est le point central. C'est-à-dire que je pense qu'on parle des féminicides aussi, on insiste autant là-dessus parce que de l'autre côté, ça n'arrive jamais. Ou alors il y a peut-être quelques cas qui arrivent de parents, malheureusement. Une affaire, mais les hommes ne sont pas victimes de l'équivalent. On a fait bien sûr.
personnalité emblématique lorsqu'elle n'a pas hésité à tirer sur son mari à une certaine époque. Mais c'est pas un phénomène systémique, c'est quelque chose qui se répète régulièrement selon une même logique. Allez, malheureusement, on n'a plus de temps. Merci beaucoup en tout cas, Violaine de Philippis Abad, d'avoir été avec nous, un porte-parole d'Oser le féminisme, avocate et auteur de Classé sans suite chez Payot. Et merci de votre ouverture d'esprit. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci d'avoir été. Merci à vous, c'est Violaine. Violaine. Merci à vous. Merci beaucoup, Elisabeth Lévy. Merci Philippe Bilger.